Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter des inégalités raciales au Québec. Alors, je vous présente rapidement. On commence ici avec Isabelle Victor qui travaille dans les YMCA du Québec et qui est impliquée dans différents comités pour les combats vers la diversité et l'inclusion, surtout au YMCA. On a Cassandra Exumé, qui est coordonnatrice générale à Woodstock, Montréal, et qui a vraiment à soif la justice sociale. On a Christelle Gourdet, une des tiers. Une co-animatrice. Une co-animatrice de Black Girl from Laval, puis qui aussi agit dans différents domaines, donc influenceuse, je peux dire, très présente sur les médias sociaux. Tu es dans le comité interethnique de l'UQAM, si je ne me trompe pas, et en plus intervenante sociale qui travaille avec les enfants en difficulté, mais avec des besoins spéciaux. On a Thierry, qui est cofondateur de Face Coalition. Et ça, il va falloir qu'on en parle plus de ça. J'espère. Je vais vous en expliquer un peu plus. Et qui est aussi très présent sur les médias sociaux et s'est révélé comme une voix pour dénoncer les injustices et les inégalités ici au Québec. Et une des raisons pourquoi vous êtes tous ici, c'est à cause que vous êtes tous levés, vous êtes des personnes engagées, des personnes qui ont décidé de prendre la parole sur la place publique, que ce soit dans vos organisations, dans le communautaire, que ce soit via les médias sociaux et vos entreprises, pour vous exprimer sur les inégalités au Québec, pour pouvoir faire une différence, aussi amener un changement. Et je crois que l'an dernier, personnellement, il y a eu une date qui a été marquante, l'événement de la mort de George Floyd, qui a vraiment relevé et remis de l'importance au combat vers les inégalités raciales. Et bon, il y a du monde qui sont levés très rapidement, ont passé à autre chose, mais il y a du monde qui ont continué à persévérer, continué à faire des changements, et on en parle beaucoup. Que ce soit dans le Bye Bye 2020, que ce soit dans le Tout le monde en parle, le mot inclusion, diversité, inégalité raciale est quelque chose que tout le monde parle présentement. Mais je voulais vous entendre, qu'on puisse discuter, une discussion ouverte, pas de jugement ni rien, qu'on puisse vraiment échanger, puis d'aller en profondeur. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça vous poser ma première question. Comment vous percevez le débat sur les inégalités raciales suite à la mort de George Floyd? Donc, on va faire un petit tour de table, je vais tout vous entendre. Okay? Comment vous percevez le débat jusqu'à présent? On fait un tour de table, 3 minutes chaque, puis après on va échanger. Okay? Alors, Thierry, je ne sais pas si tu veux commencer. Ah non, on donne un heure aux femmes. Il est galant. Alors, Isabelle, tu veux recommencer? Je pourrais, oui, bien sûr. Dans le fond, je trouve que c'est quand même assez, tout dépendamment de quel espace public. Je trouve que dans les médias, souvent, c'est, comment je peux dire ça? C'est mis à leur avantage. C'est tout dépendamment qui va en parler de justement les inégalités raciales et aussi par rapport à l'école. Étant enseignante, j'ai pu justement avoir un contact dans une école, puis je trouve que souvent ça va être, on ne veut pas mettre notre pied dans ce genre de discussion. Souvent, tout dépendamment de qui va en parler, mais les plus enseignants, les jeunes, souvent vont dire on ne peut pas embarquer dans ce type de discussion, tandis que d'autres enseignants, par exemple, personnes racisées, qui vont essayer d'aller ouvrir la porte, mais que la porte va souvent se fermer. Donc ça, je trouve que c'est quand même un peu difficile. Si je reviens par rapport aux médias, tout dépendamment des médias, je trouve que en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est vraiment ouvert, que tout le monde en parle, puis qu'il y a beaucoup de débats aussi, c'est sûr que c'est en commentaire, que ce soit justement entre personnes qui sont activistes, je pourrais dire. Puis je trouve que ça fait en sorte que ça soulève beaucoup de discussions, autant sur les médias, mais aussi, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, au travail, que ça soit dans les familles aussi. Souvent, moi personnellement, ma famille, souvent on n'en parlait pas. Avec justement la mort de George Floyd, on a commencé à en parler. De ce que nous, personnellement, on avait vécu, parce qu'entre nous, on n'en parlait pas. Donc, c'est ça pour moi. Non, moi, je suis toujours pour les espaces de dialogue, peu importe. Je trouve ça important de pouvoir dialoguer. Cet événement, particulièrement, je le trouve quand même assez difficile parce que il y a quelque chose qu'on est tous en pandémie, on a comme été obligés de le regarder. Je veux dire, en George Floyd, avant, puis après, il y a plein d'autres personnes qu'on ne nomme pas, d'autres vies qu'on oublie, des histoires qui sont effacées. Donc, pour moi, souvent, l'arrêter à une personne, ça fausse beaucoup l'histoire, la réalité, puis les faits. Il y a d'autres histoires qu'on doit entendre ici comme ailleurs. Mais, par exemple, je suis un peu d'accord avec toi que ça peut faire exploser des dialogues dans la famille, au travail et ailleurs. Mais j'ai toujours peur que ça reste momentané. Tu sais, moi, je me rappelle, mon père me parlait de Rodney King. Il vivait un peu aux États-Unis, mes parents, durant quelques temps. Donc,
l'impact de Rodney King a été fort, mais après ça, il y a eu un silence durant des années. Puis j'aime pas l'idée que c'est sporadique. Rodney King, George Floyd, il y aura quelqu'un d'autre. C'est ça qui me dérange beaucoup. Puis j'aime qu'on ait tous des gens autour de la table qui veulent continuer et poursuivre cette conversation. Pour moi, c'est comme I'm not gonna stop talking until the end. Puis il faut parler des gens qui sont ici. Je veux dire, moi, après ça, Shirley Matthews qui est mort en octobre 2020, puis on n'a rien entendu, mais puis maintenant, on était énormément de personnes à faire à la manifestation en mai 2020. Où sont ces personnes quelques mois plus tard? Puis moi, ça m'effraie en fait. C'est un espace de dialogue, mais pour moi, s'il n'y a pas une action après le dialogue, ça m'embête. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, Ada, pour vrai, parce que moi, l'année 2020, je pense à 2020, je pense à performance. Je pense à vraiment paraître, montrer qu'on fait semblant, en fait, pour ceux d'un trend. Moi, je suis pour la communication en général, puis avoir des conversations qui sont difficiles parce que moi, genre, plus que j'en apprends, plus que je vois qu'il y a tellement de vérités qui sont dérangeantes, puis souvent, c'est des vérités qui sont difficiles à entendre, mais qui sont nécessaires. Puis, comme que je dis toujours, la différence entre avant, justement, George Floyd, puis après George Floyd, c'est que, mettons qu'il y avait la majorité dominante qui, mettons, pourrait faire des actions qui sont problématiques, on ne les corrigeait pas. Puis la différence en ce moment, c'est que si on voit des affaires passer, maintenant, on est plus porté à les call out parce que on sait que si on ne sait pas que ça va pas bien, on va pas vouloir changer quelque chose. C'est comme ça va mal qu'on veut bouger, qu'on veut que ça change. Fait que c'est en le nommant, en tout cas, moi, genre, je le nomme parce que je me dis que si tu le sais, tu veux pas dire après, oh, I didn't know, ou genre, comme, je pensais que. Parce qu'à un moment donné, c'est pas une question d'opinion ou d'études. On parle de racisme, c'est très émotionnel. Puis c'est ça. Puis moi, je trouve aussi que au niveau de la relève, en fait, je trouve que ça a été vraiment quand même bénéfique. Parce que la mort de George Floyd a réveillé beaucoup de personnes, puis a fait que beaucoup de personnes ont réalisé c'est quoi leur propre biais. Puis quand que je parle de biais, je parle pas juste pour les personnes blanches, je parle autant pour les minorités culturelles aussi, parce que même aussi notre communauté, il y a quand même aussi beaucoup de problématiques. Mais moi, qu'est-ce qui me dérange, par exemple, par rapport à la mort de George Floyd, comme que tu disais, c'est que moi, ça m'énerve le fait qu'il fallait que quelqu'un de noir meure pour qu'on se rappelle que Black Lives Matter. Fait que comme, mettons, à tous les jours, quand on va au dépanneur, on voit une inégalité, on fait rien, mais faut qu'on attende qu'on meure. Genre, pour que là, ça fasse comme, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Puis même là, c'est même pas en mode écoute, c'est surtout en mode genre, on le sait, on va régler le problème. Mais tu sais, souvent, les personnes qui vivent ce genre de difficultés-là sont les moins écoutées. Puis moi, c'est ça qui me motivait parce que je me dis, je veux pas vivre dans un Québec où est-ce que je vais avoir des enfants puis que eux ils vont devoir passer à travers tous les traumas que moi, j'ai dû passer. Fait que genre, je me dis, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, ça me tente d'être pro-black, ça me tente pas parce que je casse avec mon chum noir, whatever. Mais moi, c'est que genre, même si je décide que je suis pas pro-black, j'ai quand même vivre les conséquences du système en place. Fait que j'ai le choix juste d'accepter le fait que dans cette société, on me valorise pas, ou j'ai le choix de travailler pour changer les choses, puis c'est ça, mon choix que j'ai fait, là. Est-ce que c'est possible de recadrer la question, s'il vous plaît? Totalement. C'est comment perçois-tu tous les discours, les dialogues qui ont été faits, et des fois, c'est pas des dialogues du tout, qui ont été faits autour de la question du racisme systémique et des inégalités raciales suite à la mort de George Floyd. C'est ça, je pense que pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose d'intéressant, surtout au Québec. Je pense que le Québec est vraiment unique en soi, parce que à croire certaines personnes au Québec, avant George Floyd, le racisme anti-noir, il faut le nommer aussi, racisme anti-noir, le racisme c'est toute la diversité. Le racisme anti-noir est aussi pernicieux et ciblé et précis que l'antisémitisme ou l'islamophobie. Donc, il ne faut pas se perdre non plus dans cette fameuse vague de le racisme. Donc, moi, je pense que le Québec, pour la première fois, a été confronté à ouvrir peut-être ses œillères et à se dire le racisme anti-noir existe peut-être, nonobstant ce qui est véhiculé dans les médias. Ça, c'est la première des choses. Pré-George Floyd, moi, je vois George Floyd un peu comme la révolution tranquille black du Québec. Pré-révolution tranquille, post-révolution tranquille, les francophones ont dit, après la révolution tranquille, maintenant, on n'accepte plus rien. On n'accepte plus rien des Anglais, des Eurodescendants, Britanniques. Maintenant, c'est fini. Et je pense que pour nous, au Québec, il y a beaucoup, j'adore ce que tu as dit, Queen, ou ce que tu as dit, il y a des choses qui sont inacceptables et que même des personnes d'eurodescendance n'acceptent plus non plus
moi, j'ai reçu des messages de personnes au réveillon, à Noël, qui disaient « Thierry, grâce à ce que j'ai vu, ce que tu as dit en ligne ou ce que Black Girls Online ont dit, j'ai call-out mon oncle qui disait le N-word, puis il n'a jamais été call-out pendant 30 ans. Là, moi, cette année, j'ai dit non, tu dis pas le N-word devant moi, puis grosse chicane. Puis moi, ce que je trouve, c'est pré-George Floyd, post-George Floyd, il y a aussi il y a quelque chose qui est arrivé, c'est très performatif, mais moi, je préfère une performance que de l'inertie. Ça, c'est moi personnellement. Parce que avec une performance, moi aussi, en tant qu'être humain mélanisé, qui est quand même pas con, je peux aussi leverager ta performance pour arriver à quelque chose, chose qu'on a faite avec 291 millions pour les communautés noires. Donc, moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de performances. Je pense que c'est à nous d'être intelligents et d'utiliser ce genre de performance-là, comme l'a fait Madame C.J. Walker, comme l'a fait Harriet Tubman, comme l'a fait Angela Davis, Martin Luther King, qui était un pro de la communication en fin de compte. Donc, pour moi, je reconnais que le dialogue pré était non existant, on va dire les vraies choses, malgré qu'il y a eu des extrêmes violences. Ici, on parlait de Villanueva offline, c'est pas les États-Unis, là. On parle d'ici au Québec. Et post-George Floyd, on voit des personnes que j'ose même pas nommer, qui ont des acronymes à 3, comme MLK, mais québécois, qui sont en train de faire des carrières fulgurantes sur l'anti de l'anti de l'anti, qui écrivent des bouquins, qui sont en train de faire du capital social. Et moi, ce que je réalise au Québec, c'est que tu as des eurodescendants qui se battent pour oublier l'histoire, et tu as des personnes, notamment comme aujourd'hui, la Journée de la Fête du Canada, des personnes autochtones, des personnes racisées, des personnes noires qui se battent pour ne pas oublier l'histoire. Donc, tu as des Caucasiens qui se battent pour oublier l'histoire, puis tu as nous qui se battent pour ne pas oublier l'histoire. Ça va clasher, ça va créer des débats, mais ce qui est nice, c'est que ça crée aussi des beaux espaces comme ça. Donc, moi, je suis très down pour le poste, et j'essaie de ne pas trop m'occuper de ce que les autres font. Toi, ça ne t'affecte pas, tu t'en occupes pas, c'est correct. Très, 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 très prochainement, le futur au Québec est mélanisé, il est mix, la mixité, c'est comme l'air, c'est incontournable. Si tu es anti-black, tu vas disparaître très prochainement. In the next 20-25 years, tu vas trouver ça très lonely, le Québec. Puis c'est pour ça qu'ils se battent, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment, merci, premièrement, pour qu'est-ce que vous apportez. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que qu'est-ce qu'on peut ressortir, on va revenir plus en profondeur sur beaucoup de points que vous avez abordés. Mais la pandémie a joué quelque chose. Il y avait une conjoncture particulière où les gens n'avaient rien, tout était fermé. Ils étaient rivés sur leurs écrans, ils étaient rivés sur les nouvelles. Et des fois, quelque chose aurait pu prendre une journée, on aurait passé à autre chose, mais là, il n'y avait rien d'autre de quoi parler ou de s'intéresser sur le COVID, le nombre de cas qu'on avait déjà tanné, et de réaliser la société, puis qu'est-ce qu'on vivait. Ça a vraiment mis l'accent, une ampleur incroyable, qu'on a pu utiliser. Puis j'ai beaucoup aimé vos termes. On parle d'un avant George Floyd, d'un après George Floyd. Clairement, il y a tellement de personnes et d'injustices, il y a tellement une liste de noms qu'on ne peut pas oublier. Mais je pense que cette conjoncture-là a fait quelque chose de différent. Puis chacun d'entre vous, comment votre mobilisation a été modifiée? Comment, qu'est-ce qu'on a vécu, là, le post-George Floyd? Comment ça a influencé votre mobilisation pour les luttes raciales? Je ne sais pas qui veut commencer, je vous laisse y aller. Christelle. Non, mais tu sais, moi, genre, qu'est-ce que j'aime toujours nommer, c'est que, avec George Floyd, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça avoir un safe place pour pouvoir être raciste. Dans le sens que, comme, mettons, ils vont dire comme, ah, j'aime pas les noirs, mais toi, genre, t'es ma noire préférée, ou des affaires de même. Puis ça, c'est des affaires qu'on m'a déjà dit, tu sais. Mais tu comprends-tu, genre, ah, tu viens de où, mais vraiment de où, parce que d'habitude, j'aime pas les noirs, mais toi, là. Tu comprends-tu, genre, je suis comme, ok. Puis, tu sais, mettons, avant, je pense que ça aurait pu être pris comme un compliment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être comme, ah, au moins, tu sais, je suis acceptée, genre, je suis la seule, tu comprends? Puis après, tu réalises que comme, oh my god, genre, le nombre de choses que j'ai laissé passer parce que moi, j'étais pas assez déconstruite, c'est genre, des affaires de malade, là. Puis après ça, je réalise que comme, ben, si ça m'est arrivé puis que j'ai rien fait, ça veut dire que moi, comme legacy, qu'est-ce que je laisse? C'est que je normalise le fait que les gens reproduisent ce genre de comportement avec d'autres personnes, parce que j'ai laissé passer. Fait que, mettons, genre, ils l'ont fait à moi, j'ai rien dit. Après ça, ils vont le faire à un autre noir, ils vont dire, ah, ben, moi, j'ai un ami noir, puis c'est correct avec eux, exemple.
Puis après ça va commencer à normaliser certains comportements. Puis après ça, nous, on sait même pas comment s'en défaire. Puis souvent aussi, on se sent toujours toute seule là-dedans. Puis pourtant, on vit toute la même chose. C'est juste qu'on s'en parle pas. Fait que moi, personnellement, ma prise de position, ça a été vraiment que moi, je refuse d'être une témoin qui fait juste accepter. Moi, je veux faire partie du changement. Je veux pas, j'ai toujours, je disais avec ça quand que c'était pendant l'été, quand il y avait les marches et tout ça. Moi, je disais que je ne veux pas dire à mes enfants que j'étais là puis j'ai rien fait. Parce qu'en ce moment, on fait partie de l'histoire, on veut pas. Là, en ce moment, tout ce qu'on est en train de vivre, on va l'étudier plus tard. Puis comme, mettons, genre, dire que j'étais là, puis j'étais comme, ah, ben, j'écoutais la télévision, puis je suis bien les nouvelles. Non, tu sais, genre, comme, puis souvent aussi, on voit que, il y a beaucoup de personnes qui vont dire comme, ah, mais tu sais, moi, genre, je suis pro-black, mais après ça, c'est juste le nommer, c'est comme, ok, genre, j'aime le ciel, mais ça veut pas dire que, genre, je suis plus là. Tu sais, c'est comme, tu peux aimer, tu peux apprécier, whatever et tout, mais qu'est-ce que tu fais activement pour, comme, faire une différence? Puis, quand tu nommais les thèmes qui sont sortis, il y a aussi le côté que tout le monde a commencé à parler du terme white privilege. C'est là aussi, le lexique. Exactement, c'est développé. Puis c'est là aussi que beaucoup de personnes ont pu réaliser leur biais. Puis ça, je trouve ça vraiment nice parce que les discussions que j'avais avec mes amis avant, mes amis blancs, sont plus pareilles. Puis c'est comme mes amis qui me disent, oh, Christelle, j'ai vu telle affaire, genre, puis comme ça m'a énervé, puis j'ai été parlé, puis je suis comme, tu sais, il y a genre 2 ans de ça n'aurait pas été le même scénario. Pas tantôt. Mais là, ça peut être différent, puis je trouve ça malin. Là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a, autre que cette prise de conscience-là, puis ce refus d'être là, d'être témoin et de rien dire, a eu à changer de plus. Ça a eu un impact énorme. Moi, quand même, je travaille à Woodstock. J'ai commencé en février 2020. Donc, on est 1 mois avant la pandémie, quelques mois avant George Floyd. Fait que moi, je suis rentrée à Woodstock. C'est quasiment même, chez mon père, elle dit, c'est quoi, Woodstock? Je comprenais pas, j'ai quand même quitté un emploi, 9 à 5, marketing, je suis fille d'HEC. Je veux dire, je suis habituée à vraiment quelque chose, puis pour moi, c'était un changement dans ma vie. Mais après ça, c'est vrai que j'ai souvent un malaise qu'on parle, même de avant, après George Floyd, parce que en travaillant à Woodstock, j'étais entourée de gens qui ont vécu d'autres histoires. Je veux dire, Bonnie Jean-Pierre, Fred Laneva, comme d'autres moments que c'était comme les médias s'en viennent, il y a un changement, it's not gonna happen again. Ils ont eu ces histoires-là. Fait que quand George Floyd est arrivé, c'est comme si pour moi, pas que je dis c'est rien, mais le quotidien de Woodstock n'a pas changé, mais le regard des gens par rapport à Woodstock a changé. C'est un côté qui m'embête quand même, c'est comme, oh, maintenant on a quelqu'un, maintenant on a un partenaire. Ça fait 12 ans qu'il se bat, qu'il y a des prises de parole, qu'il y a des mains. It's not a new thing. Moi, je me rappelle être dans le métro puis voir des affiches de Woodstock, mais j'ai quoi, 21, 22 ans, mais je les voyais avant même qu'ils ont cette exposure. Puis maintenant, les médias, maintenant, mais c'est ça, c'est maintenant, c'est quasiment l'enfant qui arrive, qu'on dit tu vas jamais réussir, puis là t'es important. C'est ça que moi, j'essaie d'être très prudente par ce post-George Floyd, parce que, encore une fois, je sais pas combien de temps ça va durer. Les médias viennent à Montréal-Nord, oh, vous, comment vous allez, oh. Mais c'est comme cet intérêt-là, je ne le trouve pas honnête. Et je ne suis pas sécurisée, je ne me sens pas en sécurité avec ces dialogues-là parce que je ne sais pas si c'est vrai en fait. Je ne sais pas si c'est un changement qui va être éternel. Donc pour moi, le changement que ça a fait dans ma vie, mais en même temps, ça m'a permis de continuer en fait, savoir pourquoi je me bats. Mes anciens boss, là maintenant, m'ont DM, oh wow, Cassandra, mais ils n'ont jamais eu de promotion dans les comme, what, like now I'm saying, like what's going on? Mais tu sais, ça a pris ça pour que ça ouvre les yeux, et pour ça, ok, I'm grateful. Mais en même temps, j'ai vu des gens que durant des décennies, ils ont arrêté qu'il y ait des caméras, pas de caméras, ils ont fait, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Je sais pas si pour ma part, si je peux rajouter, ça serait vraiment au niveau de l'école, mais aussi surtout du travail. Le fait que j'ai pu ouvrir une discussion que j'aurais jamais pu faire à cause de justement l'événement, que ce soit avec mes boss, que ce soit avec le upper management. Fait que dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez au YMCA, il y a quand même une longue hiérarchie. Étant justement, oui, co-ordo, mais je suis quand même loin des VP. Fait que le fait que j'ai pu m'impliquer dans justement le comité de justement diversité et inclusion a fait en sorte que j'avais une ligne droite avec les VP, de ouvrir cette discussion-là, chose que j'aurais pu jamais faire. Mais avec cet événement-là, je me suis dit, je peux pas juste rester silencieux, je peux pas juste en discuter avec mes collègues qui sont à côté de moi, parce qu'eux, ils savent déjà l'enjeu, ils le savent. Mais les personnes qui sont en haut, qui prennent des décisions, ils savent pas cet enjeu-là, puis ils savent pas que justement les décisions qu'ils prennent, ça a un impact sur les employés qui sont au YMCA, qui eux, ils se disent, je travaille au YMCA avec une valeur qui disent
inclusion, mais je vois pas les actions qui démontrent cette inclusion-là. Ouais. Donc, j'ai pu prendre cette place, puis de justement lever le drapeau. Puis je pense que je vois déjà un peu les fruits. Puis je suis vraiment... Puis tu sais, je pense que tu l'as mentionné. Je me dis, je veux pas arrêter là. Puis je veux pas non plus que, comme, parce que je m'en aille aussi, qu'ils continuent pas vraiment cette réflexion-là. Donc, ça pour moi, c'est vraiment un changement qui est arrivé pour ma part. Puis tu l'as dit, puis je vais pas répéter, avec mes amis, c'est quelque chose qui est comme maintenant, je suis obligée, je peux pas. Moi, si je peux finaliser sur ça, mon activisme pour moi a toujours été économique. Moi, je parle d'immobilier puis d'importance pour nous d'être économiquement émancipés pour que le reste découle. Puis ça fait au moins 15 ans que j'en parle. Mais tu as tout dit, Cassandra. Au fait, c'est pas que mon travail était différent, c'est que la pause COVID a donné le temps à tout le monde de découvrir des gens qui n'auraient jamais découvert avant. Donc la plateforme de Christelle qui explose, Black Girls from Laval qui explose, Walk or Whatever que personne ne connaît, puis du jour au lendemain, ça c'est pas un hasard. Puis ça serait intellectuellement malhonnête pour nous-mêmes, en tant que personnes qui prennent des positions, de dire ben, j'ai travaillé fort pour... Non, il y a eu aussi un genre de perfect alignment. Les étoiles ont été alignées, où est-ce que si tu parlais déjà de quelque chose ou si tu t'y intéressais, ben, tout d'un coup, ta plateforme a, de façon exponentielle, explosé. Donc, moi, j'ai trouvé ça drôle d'entendre des gens dire « Ah, ben, j'ai jamais... Thierry parlait toujours de business, pourquoi il parle de... » Ben, c'est que toi, tu m'as jamais regardé. Tu n'as jamais consommé mon contenu. Mon contenu est le même. Tu peux trouver des affaires que je disais en 2012, 2013, 2014. Tu peux même le recycler maintenant. C'est vrai, tu vois. Parce que là, les gens disent « Ah, ben là, ben, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, la pause pandémie a forcé tout le monde à dire « J'étais à la maison, mon oncle Franck, il nous a mis tous dans le coin, il n'y a plus personne qui peut sortir. » Et ce qu'on remarque aussi au Québec, c'est que, puis au Canada, c'est, moi je compare ça à la COVID tout le temps. Il y a des gens qui ont la COVID, puis on le sait, parce qu'ils toussent, puis ils font du bruit, puis ils restent chez eux, puis on espère qu'ils vont rester là 14 jours. Ça, c'est les États-Unis. Mais le Canada, on est très covert racist. On a la COVID, mais on fait comme si on n'a pas la COVID. On ne porte pas de masque, on ne distance pas socialement. Puis quand tu dis ça à quelqu'un, tu dis « Hey, toi, là, je pense que tu as la COVID. Je pense que tu es raciste en bout de ligne. » Hein, moi, pas la COVID, je ne suis pas raciste, de quoi tu parles? Donc, il y a tout ce genre de débat musclé où est-ce que, après ça, tu as George Floyd qui meurt, puis tu as un pays au complet avec Justin Trudeau qui fait beaucoup de réconciliation de ci, de ça, mais qui signe un accord pour travestir des terres autochtones puis passer de l'essence. Tu sais, donc, il y a vraiment une dichotomie entre les actions concrètes puis qu'est-ce qui se passe dans la réalité des Canadiens. Puis nous, personnes racisées, on sait que le Canada est raciste. On le sait. On sait que nos collègues sont racistes. Puis moi, c'est pour ça que je dis l'analogie que je dis toujours, c'est le MeToo Movement. Combien de femmes ont dit « fini » ? Depuis 2015-2016, « Thank you Queen Tarana Burks », c'est fini. Le boss qui me touche l'épaule, c'est dead. Ça n'arrive plus. Ben, George Floyd, c'est notre MeToo Movement. Qu'on soit d'accord, pas d'accord. Est-ce que combien de femmes ont vécu des injustices avant le MeToo Movement? Je ne suis pas une femme, mais moi, je peux entendre des histoires d'amis qui me racontent des trucs, puis tu te dis, carrément, tu as vécu ça. Mais depuis le MeToo, les pervers prédateurs, ils marchent sur des eggshells. Ben, les gens qui ont la COVID, qui sont racistes, ils marchent sur des eggshells parce qu'ils se font call-out par leur fils, leur cousin, leur mononcle. Puis ça clash, exactement. Puis quand tu as des clashs, ben, les gens ne sont pas confortables. Puis les Québécois, notre sport national, c'est dans nos antécédents, on est Français à la base, on aime gueuler. On aime se plaindre, on aime gueuler. C'est ça qu'on fait en France, c'est ça qu'on fait au Québec. Mais pour moi, mon activisme n'a pas changé autant que le regard des autres envers qu'est-ce que je disais a peut-être changé.